Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Je vois de Pablo E à tout le monde. CEH, Bico Georges. Oui, pour rappel, Bico Georges, c'est un de mes formateurs. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un chef en matière de sécurité, comme on le dit, en langage ivoirien. C'est un de mes formateurs, un de mes mentors. J'essaie de partager mon écran, mais on dirait que j'ai un petit souci. C'est bon pour le partage? Ah, j'espère que vous voyez mon écran maintenant. Pas encore. Pas encore? Pas encore. Ok, c'est bon. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Merci. Ok. Let's go. Donc, soyez encore les bienvenus. On parlera aujourd'hui de pen testing applicatif, méthodologie et bonnes pratiques. Comment est-ce que les pirates informatiques arrivent à accéder à certains systèmes? Il faut rappeler aujourd'hui que le ethical hacking, c'est une activité qui est noble. Certaines personnes ils font la confusion entre ce qu'on appelle un pirate informatique et un pirate informatique certifié. Et ce sont des personnes qui sont beaucoup critiquées. Voilà. Et aujourd'hui, le hacking, c'est un métier. Si vous faites un peu le tour des entreprises, vous verrez que parmi les entreprises qui ont décidé de prendre la sécurité au sérieux, il y a, vous verrez forcément des ethical hackers dans les équipes IT. Voilà. Et on encourage aussi tous nos jeunes qui veulent s'adonner à cette activité de bien penser et de choisir le bon côté, comme on le dit, puisqu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à démontrer. Et donc, aujourd'hui, on verra le pen testing applicatif. On va voir qu'est-ce que le pen testing. Et au cours de mon intervention, je vais donner quelques exemples. On va faire un peu de pratique à l'appui. Et vous verrez que c'est un métier qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les technologies aujourd'hui ont évolué et ces technologies que nous utilisons sont souvent détournées de leur fonction première et deviennent quelque part des dangers pour ceux qui les utilisent. Aujourd'hui, on assiste à une sophistication des attaques informatiques. Avant, on parlait de virus informatiques. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de virus intelligents. Je suis en train de vous expliquer que les pirates informatiques aujourd'hui se servent de ce qu'on appelle le machine learning pour développer des virus qui sont intelligents, c'est-à-dire des virus qui réfléchissent comme des hommes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, grâce à certains organismes comme le COAPS, vous verrez que la communauté sécurité a un guide aujourd'hui. Beaucoup de développeurs en sécurité se basent sur le top 10 des attaques WAPS afin de pouvoir corriger certaines failles de sécurité, afin de pouvoir éviter certaines, disons, l'utilisation de certains codes. Et c'est une plateforme qui est recommandée à beaucoup de développeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes développeur informatique, vous devez faire un tour sur le site de POAPS et voir un peu quelles sont les différentes attaques les plus fréquentes. Voilà.
les attaques les plus fréquentes. Et donc, on va commencer par les attaques de type injection. Aujourd'hui, il faut noter que beaucoup d'applications sont vulnérables aux attaques de type injection, que ce soit des injections SQL ou des injections au niveau du système d'exploitation, ou je dirais aussi des injections au niveau du LDAP. Et pourquoi ces attaques marchent aujourd'hui? Parce que les développeurs n'arrivent pas à filtrer certains caractères. Voilà. Il y a certains caractères malveillants qui sont injectés au niveau des différentes requêtes et qui permettent à un pirate informatique à distance de manipuler, par exemple, une base de données à distance. Voilà. Ce qui n'est pas recommandé. Voilà. Ensuite, en deuxième position, on a ce qu'on appelle la violation de la gestion des authentifications. On a constaté aussi que les développeurs n'implémentent pas correctement les authentifications. Je prends un exemple d'une interface qui me permet de me connecter grâce à un nom d'utilisateur et un mot de passe. Voilà. Et avec certaines techniques, je peux, par exemple, contourner cette interface-là et m'identifier en tant que simple utilisateur et ainsi de suite, voir est-ce que je pourrais élever mon niveau de privilège au niveau de l'application. Voilà. Il y a aussi les attaques de type XSS qui sont très dangereuses, qui permettent à un pirate informatique de récupérer des sessions d'authentification et de se connecter. Par exemple, grâce aux attaques de type XSS, on peut se connecter à un compte sans nom d'utilisateur et sans mot de passe, juste à travers la récupération des cookies. Donc, ce sont des erreurs à corriger au niveau du code. Il y a aussi les références directes non sécurisées. Vous savez qu'au niveau des applications, il y a certaines informations qui font référence à certains objets. C'est-à-dire, lorsqu'on voit, on découvre ces informations, on peut se servir de ces informations-là pour faire voir, pour récupérer une base de données, par exemple, à distance, obtenir des mots de passe, voilà, obtenir des jetons d'authentification. Et donc, il est recommandé aujourd'hui aux développeurs de pouvoir masquer ces références-là. Et lorsque vous allez sur le site de OAPS, vous verrez qu'il y a des guidelines, des papiers blancs qui sont sur le site qui permettent de corriger ces codes-là. Il y a aussi les mauvaises configurations de sécurité. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le contrôle d'accès. Les contrôles d'accès sont mal implémentés au niveau des applications, ce qui permet souvent aux pirates informatiques de les bypasser et d'accéder à des informations qui sont, pour lesquelles ils ne sont pas autorisés. Voilà. Il y a aussi l'exposition des données sensibles. Aujourd'hui, lorsque vous vous connectez à une page d'administration, par exemple, et que vous renseignez le nom d'utilisateur, un faux nom d'utilisateur et un mot de passe, vous verrez par exemple que l'application vous répond en disant quoi que le nom d'utilisateur n'est pas correct. Ce qui donne déjà un avantage au pirate informatique. Voilà. Ou l'application va vous répondre en vous disant que le nom d'utilisateur est correct, mais le mot de passe n'est pas correct. Ça, ce sont des informations qu'on découvre rapidement. C'est-à-dire, si je suis un pirate informatique, je sais que le nom d'utilisateur que j'utilise est déjà correct, donc je vais me concentrer sur comment découvrir le mot de passe. Par contre, si c'est une interface qui est sécurisée, vous verrez que on vous dit nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Voilà. Donc, ce sont des erreurs de code auxquelles il faut faire attention lorsque on est à la phase de développement. Il y a le manque de contrôle au niveau
manque de contrôle d'accès au niveau fonctionnel. Voilà. Je le disais tantôt, aujourd'hui, les pirates informatiques se servent de certaines erreurs au niveau du code pour bypasser les contrôles d'accès. Et lorsque ces pirates informatiques arrivent à s'authentifier au système, ils vont faire quoi? Élever leur niveau de privilège. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'atteindre certaines parties de l'application pour lesquelles ils ne sont pas autorisés. Donc, si vous vous rappelez bien, les applications normalement vérifient en back-end qui se connecte et quel est le niveau de privilège. Normalement, une application doit vérifier. Et aujourd'hui, on assiste, lorsqu'on fait des analyses de vulnérabilité, on peut par exemple tirer un rapport d'analyse qui va nous détailler textuellement ce que l'application fait, pourquoi est-ce que c'est vulnérable et comment est-ce qu'un pirate informatique pourrait procéder pour pouvoir contourner cette application. Il y a aussi la falsification de requêtes intersites qui consiste à un pirate informatique de piéger un utilisateur légitime, c'est-à-dire vous êtes connecté à l'application ou bien vous êtes connecté au site. Comme vous êtes un utilisateur légitime, je vais vous envoyer des requêtes forgées afin que vous puissiez interroger qui de droit et me ramener l'information. En neuf, on a ce qu'on appelle l'utilisation de composants avec des vulnérabilités connues. Aujourd'hui, il faut rappeler que les développeurs, lorsque vous développez par exemple une application métier, vous faites appel à certaines bibliothèques. Et ces bibliothèques-là sont souvent vulnérables. Lorsque vous faites appel par exemple à des bibliothèques ouvertes, est-ce que vous, c'est-à-dire la bibliothèque à laquelle vous avez appelé, est-ce que cette bibliothèque-là contient des codes malveillants ou pas? Vous ne savez pas. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de vérifier la vulnérabilité de ces bibliothèques-là que vous appelez dans vos codes. Ensuite, on a les redirections et les renvois non validés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites Internet qui sont visités. Et qu'est-ce que les hackers font? On va piéger le site Internet ou on va piéger l'application qui est visitée. Et on va permettre des redirections au niveau de ces pages-là. Je prends par exemple, un exemple, j'ai un site Internet qui est beaucoup visité. Aujourd'hui, je peux piéger ce site Internet-là afin de pouvoir récupérer certaines informations des utilisateurs ou, par exemple, me connecter à leur machine. Tout ça à travers des codes malveillants que je vais injecter au niveau du site. Voilà. Alors, concernant la notion de pen testing, il faut savoir que le test d'intrusion, c'est une technique de piratage éthique qui consiste à faire quoi? À tester la vulnérabilité d'un système informatique, d'une application ou d'un site web en détectant les failles qui sont exploitées et qui sont susceptibles d'être exploitées par un hacker ou un logiciel malveillant. Voilà. Dans le cas d'une application ou d'un logiciel métier, le pen testing se réduit souvent à certaines tâches bien précises, qui facilitent ainsi le travail du pen tester. Elle commence toujours par une phase de pré-engagement dans laquelle les deux parties doivent définir la portée du test et sa réalisation. C'est une partie qui est vraiment importante parce que si vous n'arrivez pas à définir le scope, comme on le dit, vous serez amené souvent à scanner des infrastructures autrui, ce qui n'est pas recommandé. Il arrive souvent au niveau du pen testing que c'est-à-dire au cours de la réunion avant projet, les administrateurs ou, disons, les propriétaires du système à évaluer n'ont pas défini les barrières, c'est-à-dire les frontières de l'application. On appelle ça le scope. Il faut définir le scope, sinon vous pourrez scanner des infrastructures autrui. Je prends l'exemple d'une application ou, disons, d'un logiciel
qui, à l'intérieur de son code, il y a des liens qui redirigent vers d'autres sites Internet. Voilà. Si je ne prends pas la peine de bien définir mon scope, il peut se trouver que mon application, en scannant tout votre code, scanne aussi le code d'une personne autrui. Voilà. Ça peut être aussi au niveau des adresses IP. Donc, il faut définir le scope et il faut définir aussi les conditions de sa réalisation. Quand je parle de conditions de réalisation, c'est quoi? Comment est-ce que je vais effectuer mon attaque? Ou comment est-ce que je vais effectuer mon pen testing? Quel est l'environnement qui est en face de moi? Je vous prends un exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple vous devez effectuer un pen testing dans une infrastructure, dans un réseau informatique où derrière ce réseau-là, il y a des équipements industriels. Comment est-ce que vous allez vous allez, par exemple, scanner ces différents équipements? Voilà. Je peux, par exemple, avoir accès à une application qui se trouve sur un serveur. Et sur ce même serveur-là, il y a des équipements industriels qui sont connectés, qui appartiennent aussi au même sous-réseau. Comment est-ce que je vais scanner ce serveur-là pour ne pas que ces équipements-là me répondent? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle de scan, ce sont des paquets qu'on envoie. Et c'est l'interprétation de ces paquets-là qui définit s'il y a vulnérabilité ou pas. Voilà. Donc, il faut définir les conditions de sa réalisation. C'est aussi le cas des attaques de type DDoS. Si, par exemple, je dois faire un pen testing pour une entreprise et que l'entreprise est en production, voilà. Il faut savoir si les attaques DDoS sont autorisées. Et si ces attaques sont autorisées, à quel moment je peux effectuer une attaque DDoS pour ne pas perturber la production de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important de définir le scope et les conditions de réalisation du pen test. Concernant les différents types de pen test, il y a 3 grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les white box, où on a toutes les informations concernant la cible. Il y a le grey box, où on a quelques informations, c'est-à-dire on nous donne, par exemple, la plage d'adresse IP, ou on a le black box. Là, on n'a aucune information. Voilà. Donc, ça va dépendre de quoi? De la capacité du pen tester. La méthodologie du pen test applicatif. Il existe aujourd'hui de nombreux outils qui permettent de faire quoi? Un pen testing. Et la valeur ajoutée du pen tester va se résider dans quoi? Sa capacité à intégrer ces différents outils-là. C'est-à-dire à chaque étape de l'évolution du pen testing, il y a des outils qu'il faut connaître, il faut savoir les utiliser et c'est ce qui va permettre au pen tester d'être vraiment efficace. Alors, elle commence par la phase de reconnaissance. On va d'abord obtenir le maximum d'informations possibles sur la cible, que ce soit un site internet ou une application ou un réseau informatique, c'est la même chose. Il faut obtenir certaines informations. Et donc, il y a des outils sur Internet aujourd'hui qui permettent de se renseigner. Il y a des outils qui permettent de chercher certaines personnes, par exemple. Voilà. Donc, si je prends le cas d'un site Internet, je peux me renseigner sur Internet facilement pour obtenir le nom de domaine, l'adresse IP qui tourne derrière ce nom de domaine, quels sont les services qui sont ouverts, quels sont les systèmes d'exploitation qui sont et qui tournent sur le serveur, voilà. Et ainsi de suite, voir comment est-ce que je peux procéder à mon attaque. Ensuite, en deuxième position, on a la phase de cartographie et d'énumération qui va consister à faire quoi? À scanner l'application en question
ou dans le cas d'un réseau informatique, c'est la même chose. On va scanner l'application et faire de l'énumération. L'énumération, c'est l'extraction des informations qu'on a eues après la phase de scan. Ensuite, en 3, on va analyser les différentes vulnérabilités. Lorsqu'un hacker, par exemple, accède à un réseau informatique ou accède à une application, il a en lui des outils qui vont lui permettre de faire quoi? De scanner les vulnérabilités. Et la phase de scan de vulnérabilité, elle est très importante parce qu'on vous donne un rapport détaillé du scan. Et il y a certains outils, par exemple, comme Qualys, qui vous donnent des rapports détaillés de scan. On vous donne les exploits qu'on peut utiliser pour attaquer le système. Et on vous donne aussi les mesures de remédiation. Ensuite, on a la phase d'exploitation. Après avoir fait l'analyse de vulnérabilité, je vais me servir de cette analyse-là pour pouvoir exploiter le système. Et ce que vous devez savoir, c'est que de la phase de reconnaissance jusqu'à la phase d'analyse de vulnérabilité, on peut l'évaluer à 90% du temps mis par le hacker pour faire son pen testing. C'est-à-dire qu'on prend le maximum de temps possible pour se renseigner et ensuite on passe à l'attaque. Voilà. Je peux me renseigner sur une cible pendant 1 an et l'attaquer en 2 minutes. Voilà. Ça va dépendre des différentes informations que j'ai eues à obtenir pendant ma phase de renseignement. Voilà. C'est très important. Et donc, vous verrez qu'à chaque phase de la méthodologie pen testing, il y a des outils qu'il faut connaître, il y a des outils qu'il faut maîtriser. Et après avoir exploité le système, je vais faire ce qu'on appelle l'élévation des privilèges. Je l'ai dit ici, lorsqu'on parcourait les différentes vulnérabilités, le top 10 de WAP, lorsque on arrive à accéder à un système, la première des choses à faire, c'est d'élever son niveau de privilège. Parce que je peux accéder à un système en tant que simple utilisateur et utiliser certains outils, élever mon niveau de privilège jusqu'à être super admin. Voilà. Ensuite, on va essayer de maintenir l'accès au système, c'est-à-dire on va implémenter ce qu'on appelle des codes dérobés ou des backdoors. Les backdoors, les développeurs le connaissent. Le backdoor en soi n'est pas une mauvaise chose. Souvent, certains développeurs, par exemple, implémentent des backdoors pour des raisons de maintenance sur les applications qu'ils développent. Et c'est la même chose que le hacker, c'est la même méthode que le hacker utilise. Il va implémenter un backdoor sur le système pour lui permettre de revenir facilement lorsqu'il a envie. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase de quoi? De propagation des placements latéraux, ce qu'on appelle des mouvements latéraux. Et cette phase-là, elle est vraiment très importante lorsque on fait un pen testing. Cette phase-là va démontrer réellement les failles du système, que ce soit un réseau informatique ou une application. Si on arrive à faire des mouvements latéraux, on peut dire que vous n'êtes plus maître de votre système. Le mouvement latéral, c'est quoi? C'est de permettre à un pirate informatique de basculer d'une machine à une autre. Ou, par exemple, de basculer d'une portion de code à une autre portion au niveau de votre application. C'est très important. Lorsque vous entendez, par exemple, des attaques de type APT, par exemple, ça veut dire qu'il y a des mouvements latéraux. Si j'arrive à compromettre votre système, peut-être que mon malware sera à la recherche d'un processus métier. Vous avez ici, par exemple, le slide qui explique un peu comment le mouvement latéral se fait. En un, on a la collecte d'informations, intelligence gathering. Donc, le hacker va obtenir certaines informations auprès des utilisateurs. Et il peut se servir, par exemple, des réseaux sociaux
En deux, il va essayer d'attaquer le système, c'est-à-dire il va choisir un point d'entrée. Lorsqu'il arrive à obtenir un point d'entrée, si vous êtes par exemple à ce niveau, cela veut dire que vous avez la possibilité de vous adresser à certains serveurs qui se trouvent dans cette portion du réseau. Et donc, comme le hacker a pu trouver un point d'entrée, il va facilement accéder aussi à cette partie du réseau. Et selon le code source de son application, vous verrez que il aura la possibilité de faire quoi? De faire une mise à jour de son code source. Donc, tout est établi dans le code de son malware. Lorsque tu arrives, par exemple, à telle ou telle partie du réseau, il faut que tu m'envoies certaines informations. Voilà. Et en 4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement latéral, c'est-à-dire il va se déplacer d'une machine à une autre. Ça peut être d'un LAN virtuel à un autre LAN virtuel. Et lorsqu'il arrive à faire le mouvement latéral, il va faire ce qu'on appelle sa maintenance. La maintenance, c'est une autre sorte de mise à jour qui se fait, mais en fonction d'une information qu'on a obtenue au niveau 4. Et au niveau 5, qu'est-ce qui va se passer? Il va exfiltrer les données. Non, au niveau 6, il va exfiltrer les données. Voilà. Donc, voilà un peu comment le mouvement latéral se fait. Et ce que vous devez savoir, c'est que ce sont des attaques qui prennent du temps. Voilà. Lorsque vous découvrez dans vos systèmes ou dans vos applications des codes malveillants de type APT, ça veut dire que les hackers sont dans vos systèmes il y a longtemps. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre 1 ou 2 ans à dormir dans vos systèmes à la recherche d'un processus métier. Ça peut être une application qui a été développée par un développeur concernant des transactions bancaires, par exemple. Donc, tant que le malware n'a pas trouvé le processus métier de l'application en question, il ne se déclenche pas. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le clean-up, c'est-à-dire on doit effacer ces traces. Vous avez ici, par exemple, un module de MetaPrinter qui permet d'effacer les traces. Un bon hacker doit effacer ces traces de connexion pour ne pas qu'on puisse le retrouver au niveau des fichiers log. Et enfin, il y a la présentation du rapport qui est le livrable. Le rapport, c'est le document qui détaille comment est-ce que le pen testing s'est effectué, comment est-ce que, et quelles sont les informations qui ont été collectées. Vous avez ici le slide qui explique un peu comment le rapport se fait. On dit que le pen tester doit fournir à son client un audit écrit expliquant sa méthodologie et la découverte des éventuelles failles de vulnérabilité du système d'information. Il doit proposer des correctifs adaptés à travers des propositions d'action concrètes. La présentation du rapport est une étape essentielle de la présentation et du pen testing, et elle fournit quoi? Une synthèse technique avec la liste des vulnérabilités ainsi que l'impact du contexte métier du client. Dans le rapport, il faut avoir des préconisations de rémédiation dans le but de faire quoi? De pallier à l'ensemble des failles. C'est très important. Il faut savoir attaquer, mais il faut aussi savoir donner des mesures de rémédiation. Sinon, ça ne sert à rien d'attaquer. Voilà. Pourquoi l'entreprise vous a appelé pour effectuer un pen testing? C'est dans le but d'élever son niveau de sécurité. Donc, si dans votre rapport, il n'y a pas de préconisation de rémédiation, c'est un peu comme si le pen testing n'a pas été effectué dans les normes. Voilà. Et enfin, on a quoi? La synthèse managériale qui met en perspective les résultats obtenus avec les enjeux métiers du client. Il y a aussi le plan d'action composé d'un macro-planning tenant compte du retour sur investissement. Voilà.
Le retour sur investissement, c'est quoi? C'est un indicateur qui se base sur la criticité de la vulnérabilité versus le coût nécessaire et remédier. Voilà, concernant les outils, j'ai listé quelques outils utilisés par les hackers. Il y en a des tonnes d'outils, comme on le dit. Il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés par les hackers. Ça, c'est juste un exemple de certains outils qui sont utilisés. Voilà, il y a par exemple les outils comme BurbSuite qui permettent de faire des analyses de vulnérabilité. BurbSuite permet de faire ce qu'on appelle permet de faire quoi? C'est-à-dire si vous voulez par exemple compromettre une application à travers l'interception des paquets, c'est-à-dire je peux modifier et intercepter certains paquets qui transitent grâce à BurbSuite et je les modifie afin de pouvoir les rejouer dans la transmission. C'est beaucoup utilisé par les hackers, souvent sur les sites de e-commerce. Il y a aussi un outil que je n'ai pas cité ici, Tamper Data, qui était beaucoup utilisé pour la récupération de la modification des paquets. Il y a SQL Map qui permet de faire quoi? Des injections. SQL va d'abord cartographier une application derrière laquelle se trouve une base de données et ensuite attaquer, permettre aux pirates informatiques d'attaquer. Voilà. Il y a des outils comme Nikto, WordPress Scan. Il y en a beaucoup. Il y a plein d'outils qui existent. Alors, pour la petite démo, je vais partager mon écran afin de vous montrer un peu comment est-ce que les hackers s'y prennent. C'est juste de petites techniques que je vais vous montrer. Il n'est pas bon d'attaquer les systèmes autrui. Donc, j'ai choisi une cible de WAPS. WAPS a un site sur lequel on peut s'entraîner en faisant du ethical hacking. Je vais rapidement ouvrir mon navigateur. Voilà, il y a par exemple ici un site démo de WAPS, c'est un site de e-commerce sur lequel je peux, j'ai la possibilité ou j'ai le droit, disons, d'effectuer une attaque. C'est un site qui est accessible à tout le monde et qui est recommandé aussi aux développeurs pour qu'ils puissent s'entraîner. D'abord, lorsque je tombe sur le site, je vais le parcourir à la recherche de quoi? De certaines informations qui vont me permettre de le compromettre. Voilà. Si vous venez sur le menu account, par exemple, il y a le menu login. Voilà, on me demande de renseigner une adresse mail et un mot de passe. Je vais rapidement choisir un mot de passe afin de pouvoir me connecter. Voilà, si vous remarquez bien, on met invalide email or password. Ça veut dire que dans cette partie du code-là, ils ont respecté certaines normes. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir si mon mail est juste ou si mon mot de passe est juste. Voilà. C'est un renseignement, je suis en train de me renseigner sur le site. Si par exemple, je veux obtenir certaines infos sur le site, je vais ouvrir rapidement
Netcraft. Voilà. Netcraft, c'est un outil qui permet d'obtenir certaines informations sur des sites Internet, des applications. Ils font aussi ce qu'on appelle du pick down site, c'est-à-dire lorsque quelqu'un arrive à cloner votre site Internet afin de pouvoir piéger certains utilisateurs, vous pouvez contacter Netcraft afin de pouvoir descendre ce site-là. Voilà. Donc, je vais rapidement faire une petite recherche. Si je veux rechercher certaines informations sur Facebook, par exemple, je vais taper site report. Voilà, c'est déjà mentionné. Voilà, je tape site report www.facebook.com. Voilà, donc vous avez ici certaines informations que vous pouvez récupérer sur le site de Facebook. J'ai par exemple les informations sur le réseau, le nom de domaine. J'ai les informations sur hosting company, par exemple a.ns.facebook.com. J'ai des informations sur la criticité de la plateforme Facebook qui est vérifiée par qui? Virus Total. Lorsque je descends, j'ai certaines adresses IP. Donc, je suis à ma phase de quoi? De collecte d'informations. Voilà. Avant d'attaquer un site, je vais rapidement faire une collecte d'informations. C'est-à-dire, je vais me renseigner pour voir est-ce que je peux obtenir certaines informations sur ce site. Voilà. Donc, vous voyez un peu les différentes adresses IP, version 4, version 6, l'historique des hostings. Voilà, j'ai des informations sur le système d'exploitation, des informations sur les adresses IP. Voilà, donc je suis à ma phase de reconnaissance. Et donc, si je reviens par exemple sur mon application, je vais essayer de me connecter, puisqu'il s'agit d'un site de e-commerce, je vais essayer de me connecter à ce site-là en tant qu'administrateur. Pourquoi? Parce que si j'arrive à accéder au site en tant qu'administrateur, je peux facilement augmenter mon niveau de privilège. Voilà. Et donc, cela dépend de ce qu'on appelle mon app value, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherche, quelle est la valeur de mon attaque. Donc, je vais essayer de faire une injection SQL sur ce site. D'abord, je vais entrer une code. Ce sont des caractères normalement qui doivent être filtrés par l'interpréteur avant de pouvoir atteindre la base de données qui se trouve derrière ce site. Donc, je vais taper input. Voilà. Et je vais choisir un mot de passe. Je suis toujours à ma phase de reconnaissance. Donc, je vais choisir un mot de passe rapidement. Vous voyez que, voilà, on me dit object, espace object. Ça, c'est une information capitale pour le pirate informatique. Lorsque j'ai cette information, automatiquement, je me donne l'assurance que je peux attaquer ce site. Voilà. Normalement, je ne dois pas avoir cette information affichée. Et donc, je vais continuer mon attaque. Je vais essayer encore. Par exemple, je tape put or true. Je vais essayer de vérifier. Allez, je vais renseigner un mot de passe.
Je vais continuer dans mon attaque. Je vais ajouter d'autres caractères malveillants. Par exemple, lorsque je tape tout, ici, je peux taper n'importe quel mot de passe. Je vais cliquer sur Login. Voilà. Donc, ici, je me suis connecté à l'application en question, au site de e-commerce. Et lorsque je viens sur Account, ici, vous verrez qu'on a admin@juice, c'est-à-dire c'est l'email de l'admin. Voilà. Donc, je me suis connecté au site sans nom d'utilisateur et sans mot de passe. C'est vraiment dangereux parce qu'il existe encore des sites de e-commerce vulnérables à ces attaques. Par exemple, lorsque je vais dans le menu Order and Payment, je peux voir par exemple l'historique des commandes, les adresses, les différentes options, commandes, le digital wallet. Voilà. Je peux par exemple ici changer le mot de passe. C'est vraiment très dangereux lorsque les caractères ne sont pas filtrés au niveau de l'interpréteur. Voilà. Donc, je vais me déconnecter. Et ce que vous devez savoir, c'est un site qui est accessible à tous et qui permet aux novices de s'entraîner au ethical hacking. Voilà. Il y a plusieurs attaques qu'on peut réaliser sur le site. C'est l'organisme OWASP qui a mis en place ce site-là pour permettre aux développeurs de s'entraîner. Donc, je vais me déconnecter. Concernant l'analyse de vulnérabilité, il y a une plateforme que je dois vous montrer rapidement. Je vais me connecter rapidement à la plateforme Qualys, qui est une plateforme qui doit être connue des développeurs. Le mot de passe, je vais renseigner mon mot de passe. C'est une plateforme cloud qui permet de faire l'analyse de vulnérabilité et elle permet aussi de documenter la conformité au niveau des entreprises. Voilà. Donc, les développeurs aujourd'hui doivent maîtriser ces outils-là pour pouvoir analyser les différents codes sources avant de les mettre en production. La connexion. Voilà. Les participants sont là, ça veut dire que la connexion va se rétablir normalement. Voilà. J'ai ici la plateforme qui est ouverte. C'est une plateforme qui contient une suite d'applications intégrées et qui permet de faire de l'analyse de vulnérabilité. Donc, je vais choisir rapidement l'application qui m'intéresse puisqu'il s'agit d'un pen testing applicatif. Donc, au cours de ma phase d'analyse de vulnérabilité, je peux me servir de cette plateforme-là afin de pouvoir analyser l'ensemble des codes sources, faire ressortir les différents rapports qui vont me détailler quelles sont les parties du code qui sont malveillantes et me préconiser des mesures de recommandation.
Donc, si je veux, par exemple, ajouter une application, je viens dans Web Application rapidement. Ce sont des outils qui sont utilisés au cours des pen testing pour faciliter la tâche aux testeurs. Voilà, je vais par exemple ajouter une nouvelle application rapidement. Voilà, je vais renseigner le nom de mon application. Par exemple, je mets App Test. Je vais ici donner l'URL de mon application. Je vais renseigner l'URL de mon application. Ensuite, ici, je vais nommer, par exemple, business. Je vais mettre online, par exemple. Je clique sur continue. Ici, je vais faire quoi? Je vais délimiter les frontières de mon application, c'est-à-dire le scope. J'avais parlé de ça dans mon intervention. Il faut délimiter le scope. Où est-ce que le scan va commencer et où est-ce qu'il va se terminer? Voilà. C'est vraiment très important. Si vous n'arrivez pas à délimiter le scope, vous serez amené à faire quoi? À analyser des infrastructures autrui, ce qui ne fait pas partie des clauses du contrat de votre test de pénétration. Donc, ici, par exemple, je peux choisir où est-ce que le scan va commencer. Et si à l'intérieur du code source de mon application, il y a par exemple des liens qui redirigent vers d'autres sites Internet ou d'autres adresses IP que je ne dois pas scanner, je vais par exemple les renseigner ici. Voilà. Si par exemple, dans mon application, il y a une URL telle que www.facebook.com, je les renseigne ici. Rapidement, je vais cliquer sur continue, on va laisser certains paramètres par défaut. Voilà, on me dit ici l'entrée. Voilà, on me dit ici que ça doit, on ne me donne pas le droit, voilà, on ne me donne pas le droit de renseigner Facebook. Bon, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Je vais cliquer sur continue. On me dit de choisir une URL qui est reliée à mon application. Donc ici, je vais laisser l'option profile sur initial was. Ici, c'est un ensemble de paramètres qui définit comment est-ce que le scan doit être effectué. Je vais cliquer sur continue. Par exemple, s'il y a des scripts que je peux utiliser qui vont me permettre d'authentifier et d'automatiser certaines tâches, je vais par exemple choisir ces scripts-là. À ce niveau, je vais cliquer sur continue. Si donc, à l'intérieur de mon application, il y a des liens redondants, je peux par exemple les définir. Les liens redondants, ce sont les différents liens qui contiennent les mêmes informations. Voilà, donc, pour ne pas épuiser le scanner, je vais renseigner les liens redondants. S'il existe, je clique sur continue. Si je dois effectuer, par exemple, un test authentifié qui va me permettre de me connecter à une base de données, donc je vais créer des enregistrements d'authentification. Je clique sur continue. S'il y a des exclusions à ajouter, je les ajoute. Ici, on va laisser les paramètres par défaut, DNS override. Voilà, ici, par exemple, je vais cliquer sur, cocher ce bouton-là pour pouvoir permettre à ma plateforme d'analyser le code source à la recherche de malware. Voilà.
Je dois aussi renseigner le time zone. Je définis le time zone. Je clique sur continue. Si je veux, par exemple, envoyer des notifications par mail aux développeurs de l'application pour qu'ils puissent savoir en temps réel quelles sont les failles qui sont au niveau de son code source, je renseigne son mail. Ici, je peux ajouter un commentaire et je clique sur continue. Si je veux effectuer le scan, je vais cliquer bien sûr sur Finish and Scan. Voilà. Donc, c'est un outil qui est important, qui doit être connu par les développeurs pour pouvoir assurer la protection du code avant la phase de production. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis à la fin de mon exposé. Monsieur Noéli, vous avez la parole. Ouais, allô mon frère Modéran. Oui. En tout cas, merci beaucoup. J'ai passé mon temps à vraiment bien observer. Parce que comme tu sais, la famille informatique est très grande. Et oui, très grande. Justement, beaucoup d'éléments très importants. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Et ma première question, c'est déjà de dire, avant la question, merci d'avoir accepté notre invitation. Et, okay. Ceux qui nous suivent, ceux qui sont sur Zoom, le direct se fait sur la page de Côte d'Ivoire, qui est aussi notre partenaire sur les événements. Donc, c'est important de pouvoir aller ici, de réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ma première question, c'est de savoir, hormis les sites de e-commerce, est-ce que le pen testing, justement, est valable aussi pour d'autres types de sites et même des applications mobiles? Donc, oui, il y a ceux qui ont des questions. Le pen testing, oui. Est-ce que le pen testing est valable pour d'autres types d'applications? Ouais. Surtout les applications mobiles, surtout. Voilà. Oui, il y a le pen testing au niveau des applications mobiles. Et là, c'est une autre spécialité. Il existe aujourd'hui beaucoup d'outils et de frameworks qui permettent de faire du pen testing sur les applications mobiles. Voilà. Et concernant les applications métiers, c'est valable pour les applications métiers, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une application métier, c'est une application qui n'est pas connue de tous. C'est-à-dire, elle est propriétaire à une entreprise. Voilà. Donc, si l'entreprise manipule des informations vraiment critiques à travers cette application-là, elle peut faire appel à des pen testers qui vont tester l'application pour voir est-ce qu'elle répond aux normes. Voilà. Donc, le pen testing, il est valable pour les applications mobiles et les applications métiers. J'ai seulement pris l'exemple d'une application de e-commerce parce que ce sont des sites qui sont beaucoup prisés par les pirates informatiques. Voilà. Si un site de e-commerce, par exemple, je peux récupérer beaucoup d'informations sur les cartes de crédit, je peux récupérer des informations sur les adresses mail, les noms d'utilisateurs, les mots de passe. Voilà. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle le hack value. C'est-à-dire qu'est-ce que le hacker recherche lorsqu'il effectue son attaque. Voilà. Okay. Merci. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, poser des questions. C'est bon pour moi. Merci. J'ai ici la liste des participants. Okay.
Enchaînement. En attendant que quelqu'un d'autre se jette à l'eau, j'avoue que le sujet est assez intéressant. Modérant, ma seconde question, qu'est-ce que tu penses justement des applications ou même comment dirais-je, des sites Internet au niveau de la Côte d'Ivoire, ou bien on va généraliser au niveau de la sous-région en termes de sécurité sur la base de ton expérience. Quelle est l'observation que tu constates en termes de sécurité informatique? Voilà, merci pour ta question. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de la sous-région, on peut dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués quand même. C'est-à-dire que disons, la cybersécurité a évolué au niveau de la sous-région. Il y a certaines attaques qui marchaient avant, aujourd'hui qui ne marchent plus, mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de sites de gouvernement de certains pays de la sous-région qui sont vulnérables à vue d'œil. Lorsque vous parcourez le site à la recherche d'informations, vous pouvez facilement identifier certaines vulnérabilités. Voilà. Et donc, il reste encore beaucoup à faire puisque la sécurité, c'est à plusieurs niveaux. Vous pouvez, par exemple, sécuriser votre site et ne pas, par exemple, implémenter les mesures de base de sécurité telles que, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous avez sécurisé votre site et vous n'avez pas sécurisé votre mail. C'est un peu comme si vous n'avez rien fait si vous êtes l'administrateur du site. Parce que si j'arrive à compromettre votre adresse email, je peux facilement me connecter à votre site si vous n'avez pas changé les paramètres d'authentification. Donc, la sécurité, c'est à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de sites qui ont élevé le niveau, beaucoup de plateformes qui ont élevé le niveau de sécurité de leur site, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà. Puisqu'on attaque un site ou on attaque une application ou on attaque un système de plusieurs manières. Donc, il faut définir ce qu'on appelle les différents périmètres de sécurité et essayer de les sécuriser au fur et à mesure. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ça va. Si il y a d'autres questions, je suis à l'écoute. Je vois contrôle à distance. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Voilà, vous pouvez ouvrir votre micro et poser des questions. Je vais rapidement fermer. Déjà, je vois la question de Pablo E. Donc, je pense que tu pourrais répondre déjà à cette question dans la discussion. Quelle est la question? Je ne vois pas la question au niveau du chat ici. Est-ce que tu peux répéter la question? Allô, Pablo, ton micro, il est... Ok, allô? Oui, je vous entends. Ok, merci. Depuis, j'essayais d'activer mon micro, mais ça ne passait pas. Oui, il faudrait activer le micro avant de pouvoir poser les questions. Donc, en fait, je voudrais savoir pour les actions de sécurité, ça ne se situe pas seulement au niveau applicative, c'est-à-dire dans le code. Ça peut se faire aussi dans l'achat d'un matériel, par exemple. Oui, effectivement. Ça peut se faire dans l'achat du matériel. C'est-à-dire le choix du matériel en question. Voilà.
Voilà pourquoi j'ai dit on attaque un système de plusieurs manières. Et si vous vous rappelez, j'ai dit que la phase de pen testing, c'est-à-dire la phase de reconnaissance, prend beaucoup plus de temps. Donc, je vais me documenter d'abord sur ma cible. Qu'est-ce que ma cible utilise comme infrastructure avant de pouvoir attaquer. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément au niveau du code. Vous pouvez, par exemple, sécuriser votre code, mais le serveur qui héberge l'application n'est pas sécurisé. Or, si j'ai accès au serveur, je peux facilement compromettre l'application. Voilà. Donc, la sécurité, c'est à plusieurs niveaux, c'est plusieurs barrières qu'on implémente afin de pouvoir protéger l'entité en question. J'espère avoir répondu à votre question. Activez vos micros avant de pouvoir poser les questions. Je vois beaucoup de micros inactifs ici. Voilà, j'arrive à accéder. Oui. Attends, je vais activer la Oui, allez-y. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour votre intervention, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez des tokens? Qu'est-ce que je pense des tokens utilisés pour sécuriser un backend. Pour sécuriser? Pour sécuriser le backend. Ah, ok, pour sécuriser le backend. Oui. Voilà, il faut savoir que le token, c'est, disons, on appelle ça un piece of code en anglais. Je ne sais pas comment l'appeler. En français, c'est des bouts d'informations qui permettent de faire quoi? D'implémenter ce qu'on appelle une authentification sécurisée. Si, par exemple, je dois me connecter à votre compte bancaire, par exemple, et qu'il y a un système d'authentification qui utilise des tokens, vous allez voir que lorsque je vais renseigner votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ils vont vous envoyer un message. Et je dois avoir accès à ce message-là avant de pouvoir continuer mon attaque. Donc, s'il existe des authentifications pour sécuriser le back-end et que ces authentifications utilisent des tokens, ça serait vraiment très super parce que ça va décourager le pirate informatique. Il est obligé d'avoir forcément accès à votre téléphone ou je ne sais pas si c'est par votre mail que vous recevez le token. En tout cas, il doit avoir accès à cette information-là afin de pouvoir continuer son attaque. Donc, un système implémenté à travers des tokens, disons, peut réduire au maximum le niveau de risque d'attaque. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vois une question ici. Quels sont les outils utilisés pour la phase de clean-up? Une question de M. Olympe Placide. Quels sont les outils utilisés pour la phase de clean-up? Je vais vous donner le nom d'un framework qui contient plus de 500 outils
qui vont vous permettre de faire du clean-up. Il s'agit de Metasploit. Voilà. C'est un framework qui est embarqué sur le système d'exploitation Kali Linux qu'on utilise pour effectuer les attaques. Si vous, vous parcourez ce framework, vous allez découvrir plus de 500 outils qui peuvent vous permettre d'effacer des traces. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les logs d'authentification. Est-ce que, par exemple, la personne a pu, ou disons le pirate informatique a pu accéder au système ou pas? Il y a ce qu'on appelle les logs d'erreur. Voilà. Donc, les différents outils qui sont dans Metasploit vont vous permettre d'effacer plusieurs types de logs. Est-ce qu'on peut avoir un démo sur ça? Malheureusement, je suis sur Windows. Je n'ai pas ma machine d'attaque, mais je pourrais vous créer un tuto rapidement sur comment est-ce qu'on peut effacer vos traces. Vous allez contacter M. Noélie pour ça. Je vais écrire un tuto rapidement d'ici demain sur comment est-ce qu'on peut effacer des traces. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Vous aurez le tuto. Je vais écrire le tuto rapidement et le soumettre à M. Noélie pour tous ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut effacer les traces. J'ai une question ici. Merci beaucoup. Maintenant, existe-t-il des sites sur lesquels s'entraîner juste pour des connaissances de base? Oui, il existe beaucoup de sites. Vous pouvez, par exemple, aller sur, si vous avez encore accès à mon écran, si vous avez accès à mon écran, vous avez ici une liste de sites Internet sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Je vous envoie le lien en inbox. Voilà. Par exemple, ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez pratiquer le ethical hacking, c'est-à-dire vous entraîner. De rien, M. Pablo. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Nous sommes encore là. Par exemple, pour ceux qui veulent avoir télécharger une distribution de Kali Linux, vous pouvez aller sur le site kali.org. Voilà, il est recommandé de télécharger les différents systèmes d'exploitation sur le site du constructeur. Allô? Oui, allô? Question? Oui, bonsoir, Monsieur Modérant. Oui, bonsoir. Déjà, merci pour l'exposé. En peu de temps, on a appris vraiment beaucoup de choses. Parlez un peu plus fort, je vous entends faiblement.
Allô, vous m'entendez mieux? Oui, oui, voilà, super. Je dis déjà merci pour l'exposé. On a appris vraiment beaucoup de choses. OK. J'ai deux questions. Tout à l'heure, M. Noli a parlé de maturité numérique. Et Ma première question, c'est comment on peut faire de la sensibilisation IT, de la sensibilisation sécurité, au vu du contexte et des règlements qui existent. Je donne un exemple simple. oui, Pour M. Modérant, vous avez par exemple trouvé une vulnérabilité sur un site Internet, un site étatique par exemple. Voilà. oui, Vous souhaitez par exemple faire cette sensibilisation auprès de ces personnes-là et auprès de plusieurs autres personnes aussi pour vraiment faire ressortir les différents risques qu'on peut avoir au niveau des architectures et en même temps montrer les méthodes pour pouvoir remédier à ça. Donc, au vu du oui, contexte, des différents règlements, tu ne peux pas venir peut-être devant l'administrateur et dire que j'ai bien testé ton site, j'ai trouvé des vulnérabilités. Ce oui. n'est pas légal, au fait, logiquement, puisque vous devez avoir une autorisation préalable pour le faire. Donc, comment on arrive à gérer, ça c'est ma première question, excusez d'être un peu long, comment on arrive à gérer sensibilisation et règlement? Ça, c'est la première étape. La deuxième question, c'est concernant la carrière en cybersécurité. D'accord? Pour quelqu'un qui veut demain, dans 5 ans, dans 10 ans, faire une carrière de cybersécurité, quelles sont les différentes étapes, outils, certifications, ce genre de choses où, bon, tout à l'heure, vous avez cité aussi certaines plateformes, mais peut-être comment il doit s'orienter, surtout côté certification et autres, pour demain OK. embrasser une carrière dans la cybersécurité. Une carrière en cybersecurity. OK. Merci pour tes questions. Ce sont de très bonnes questions. Ce qu'il faut retenir au niveau de la sensibilisation, en Côte d'Ivoire, ici, il existe déjà des plateformes de sensibilisation liées à la cybercriminalité. Il y a par exemple la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui existe. Il y a la LNC, le laboratoire de criminalistique numérique. Et il y a aussi des lois qui évoluent. Voilà. Aujourd'hui, si vous parcourez un peu le monde des juristes, vous verrez qu'il y a des juristes qui sont spécialisés, par exemple, en protection des données à caractère personnel. Avant, ce sont des métiers qui n'existaient pas. Voilà. Donc, concernant la sensibilisation, il y a beaucoup de plateformes qui existent aujourd'hui. Maintenant, pour quelqu'un qui voudrait vendre, par exemple, ses services concernant la cybersécurité, il faut d'abord maîtriser ce que c'est que la cybersécurité, se constituer en une entité telle que les intégrateurs de solutions et aller vers ses clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'administrateurs réseau qui ne savent même pas qui sont attaqués. Et c'est ce qui est grave. Si vous prenez par exemple en moyenne, lorsque une entreprise est attaquée, souvent c'est 6 mois après, elle constate qu'elle a été victime d'attaque. Parce qu'il y a des attaques qui sont muettes. Voilà. Donc, si vous maîtrisez les différentes filières en cybersécurité, vous vous constituez en une entité et vous allez vous faire des prospections. Moi, je pense que c'est la meilleure des méthodes parce qu'il existe déjà beaucoup de lanceurs d'alerte, par exemple, sur les réseaux sociaux. On sensibilise un peu partout aujourd'hui, mais la prise de décision est vraiment lente de la part, disons, des décideurs IT et aussi des experts en sécurité, des administrateurs au niveau des entreprises. Voilà. Donc, c'est d'aller vers eux et leur proposer vos services. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, attaquer un système autrui ou scanner les vulnérabilités d'un système autrui sans avoir l'accord. Voilà. Donc, voilà pourquoi, si vous avez bien suivi mon intervention, j'ai dit que ça commence par la phase de pre-engagement, c'est-à-dire on doit définir les conditions dans lesquelles le pen testing va
va s'effectuer. Et souvent, pour certaines entités, on fait appel à des juristes pour pouvoir être témoins disons, du pen testing qui sera effectué. Voilà. Dans certains cas, on fait appel à des juristes. Lorsque je vais effectuer mon pen testing, par exemple, que se passerait-il en cas de défaillance d'un équipement? À qui sera remis la faute? Au pen tester ou à l'entreprise? Voilà. Donc, dans certains cas, on fait appel à des juristes. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, quelles sont les carrières qu'on peut adopter au niveau de la cybersécurité? Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle de cybersécurité, c'est un domaine qui est très vaste et il y a des niveaux de formation qui existent. Mais il y a une chose aussi qu'il faut retenir. Le développeur informatique a été formé pour concevoir un code. Il n'a pas été formé pour sécuriser ce code-là. Donc, normalement, dans une entreprise, il doit avoir des développeurs et il doit avoir des experts en sécurité qui maîtrisent beaucoup tout ce qui est sécurisation du code. Ce n'est pas la faute à un développeur s'il ne maîtrise pas la sécurité. On lui demande de faire la sécurité, mais ce n'est pas sa faute s'il ne la maîtrise pas parce qu'il n'a pas été formé pour ça. C'est deux choses vraiment très différentes. Et donc, il y a des certifications internationales aujourd'hui qui existent dans le domaine de la cybersécurité. Il y a beaucoup de certifications de base. Par exemple, il y a le CSU, Certified Ethical et Certified Certified Secure Computer Users qui existent aujourd'hui. C'est une certification de base dans laquelle on vous apprend les b.a.-ba de la sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle le phishing? Qu'est-ce qu'on appelle le cracking de mots de passe? Comment on peut identifier, par exemple, un lien de phishing? Comment on peut identifier un mail malveillant? Comment on peut se protéger de l'ingénierie sociale? Comment définir des mots de passe robustes? Ce sont des b.a.-ba de la sécurité qu'on apprend au cours de ces formations. Et si vous remarquez bien, les attaques aujourd'hui qui marchent, généralement, ce sont des attaques qui sont simples. Je veux compromettre une entreprise, je peux passer par les réseaux sociaux, identifier un employé de cette entreprise-là et lancer mon attaque. En fonction de sa réponse, je vais voir si je peux continuer ou pas. Voilà. Et au fur et à mesure que vous évoluez, il y a d'autres certifications qui sont relatives au code. Il y a par exemple l'ICI-Consip qui a des certifications qui permettent de coder de façon sécurisée. Lorsque vous basculez dans le domaine des réseaux, il y a des certifications sur, par exemple, des pare-feux de sécurité qui existent. Comment déployer un pare-feu pour protéger contre une attaque externe. Donc, ça dépend des niveaux de formation. Voilà. Et ce que vous devez retenir, de la base jusqu'au top niveau, il y a des certifications internationales qui existent. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, c'est super. Merci. Voilà. J'ai une question ici. Merci. J'aimerais poser une question. Pouvez-vous nous parler du dark web et qu'est-ce qui se passe dans le dark web? Le dark web, c'est l'ensemble des plateformes, disons, des sites Internet ou des forums d'échange qui ne sont pas, disons, référencés sur le moteur de recherche qu'on a l'habitude de découvrir, tels que Google, Bing. Voilà. C'est une partie d'Internet. Ça me fait rire cette question. C'est une partie d'Internet aujourd'hui, la partie invisible, ou bien je dirais une partie invisible d'Internet sur laquelle beaucoup de choses se passent. Il faudrait faire très attention lorsqu'on part sur le darknet. Il y a
certains services qui sont vendus sur le Darknet. Vous allez beaucoup croiser, par exemple, des plateformes où il y a des hackers qui proposent leurs services. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le hacking as a service, c'est-à-dire le hacking en tant que service. Aujourd'hui, si j'ai les moyens, je peux aller dans le Darknet et louer les services d'un pirate informatique qui va me permettre de faire quoi? D'attaquer une entreprise, par exemple. Je le paye pour qu'il attaque. Si je veux effectuer une attaque de type DDoS, je peux aller dans le Darknet, acheter un outil avec un tutoriel et suivre le tutoriel pour pouvoir faire quoi? Effectuer une attaque sur un système autrui, c'est-à-dire saboter l'entreprise, c'est-à-dire rendre indisponible ses serveurs. Donc, le Dark Web, c'est une partie d'Internet qui est invisible. Il y a des méthodologies d'accès au Dark Web, mais je n'ai pas vraiment préconisé d'en parler ici. Si vous voulez, on s'attrape en inbox à travers M. Noélie. On peut de quoi? À des fins de découverte et d'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les Darknet. Voilà. Comme on le dit, c'est un marché noir. Un peu comme si vous arrivez à Djamé, il y a ce qu'on appelle le black market. Voilà. C'est la même chose sur le Darknet. J'espère avoir répondu à votre question. Il y a M. Olympe qui demande comment faire l'élevage des privilèges, comment augmenter son niveau de privilèges dans un système. Oui, il existe des outils qui permettent d'élever le niveau de privilèges. Voilà. C'est à travers certains outils. On ne peut pas citer tous ces outils-là ici. Lorsque on arrive à compromettre un système, on doit faire ce qu'on appelle l'escalade des privilèges pour voir si on peut atteindre, par exemple, le niveau administrateur. Voilà. Et cela va permettre de faire quoi? De rehausser la posture de sécurité de l'entreprise, puisque l'attaque sera détaillée dans votre rapport. Lorsque vous établissez votre rapport, vous allez mentionner que je suis arrivé à telle partie du système ou à telle partie de l'application et j'ai utilisé tel ou tel outil qui m'a permis d'obtenir un niveau de privilège root, par exemple. Et lorsque j'ai obtenu mon niveau de privilège root, j'ai pu récupérer certaines informations qui étaient destinées à l'administrateur. Voilà. Donc, c'est à travers des outils. Tout se fait à travers des outils. Dans le cas de certaines applications, on peut utiliser des attaques de type XSS pour pouvoir augmenter aussi son niveau de privilège, si on a la maîtrise du code. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. OK. Donc, moi, je dirais déjà merci à Modérant. Avec tout ce qu'on a entendu ce soir, il y a encore beaucoup à dire. On sait qu'on ne finit jamais, surtout quand on est face à notre passion. Du coup, j'aimerais encore dire merci pour ton intervention, Modérant, et profiter aussi pour te passer la parole encore pour que tu dises ton dernier mot. Comme on le dit, Modérant, c'est aussi l'un de nos collaborateurs. Parmi les fidèles, je parle de ceux qui sont avec nous depuis le premier jour de la journée du code, pendant que plusieurs personnes ne croyaient pas en cette initiative. Modérant a été avec nous, il a mouillé le maillot et on est ensemble jusqu'au sommet. Oui. Donc, on va faire des choses très intéressantes progressivement. Et on pense que cette nouvelle génération-là aussi a son mot à dire via les technologies.
Donc, je ne serai pas assez long. Modérant, est-ce que tu as un mot de fin pour tous ces jeunes-là, pour toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui encore ont soif justement d'approfondir ces connaissances-là? Et voilà. Ok, vraiment, merci. Ce que je pourrais dire, d'abord, merci d'avoir participé à cette réunion, puisque c'est une réunion qui est vraiment très importante. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des attaques informatiques qui existent, mais il y a aussi la sécurité qui évolue. Et moi, j'encourage toute personne voulant adopter une carrière en cybersécurité de vraiment se donner à la formation, parce qu'aujourd'hui, les hackers sont mal vus par la communauté. Les gens n'ont pas encore compris l'essence même du hacking. Pour tous ceux qui veulent faire des carrières en cybersécurité, c'est le moment où vous pouvez contacter M. Noéli pour ça. Il a toutes les informations. Et moi, je vous encourage à adopter ces carrières-là parce que les entreprises aujourd'hui manquent d'experts en sécurité. Il existe même des entreprises où il n'y a pas d'experts en sécurité. Voilà. Il y a une forte demande dans ce secteur-là et c'est le moment de suivre des filières en cybersécurité qui vont vous permettre d'obtenir des marchés un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut être expert en sécurité en Côte d'Ivoire et aussi pour une entreprise qui se trouve aux États-Unis. Voilà. Donc, j'encourage tout le monde à adopter ces carrières-là. Merci beaucoup d'avoir participé. Et encore merci à M. Noéli et la Journée du Code qui luttent aussi pour toute une communauté. Aujourd'hui, on a atteint plus de 1000 personnes sur notre page. C'est vraiment important. Ça veut dire qu'il y a un travail qui s'abat et on ne finira jamais de communiquer autour de ce qu'on connaît. Voilà. Donc, vraiment, merci d'avoir participé. C'est mon mot de fin. OK. Je laisse la parole à M. Noéli. Modérant, merci beaucoup. On dit merci aussi à Boukone qui nous suit de très près, la communauté Côte d'Ivoire, aussi Akil Technologies qui fait beaucoup pour l'écosystème tech en Côte d'Ivoire. On rappelle qu'avec eux, on fait ce qu'on appelle les sondages de l'écosystème tech. On commence d'abord par les développeurs. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, quelqu'un de la diaspora ou bien quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, a la possibilité de savoir un peu quel est le niveau des développeurs en Côte d'Ivoire, quels sont les outils qui sont plus ou moins utilisés. Avec ce sondage-là, c'est une sorte de open data qu'on fait justement pour permettre à la diaspora, au gouvernement, à toutes les personnes qui sont intéressées à suivre l'évolution justement de toutes les personnes qui développent, qui font des applications. Et c'est important de le savoir. On essaie aussi de rendre ça en fait un peu plus élargi sur les métiers du numérique. Donc, si vous êtes aussi intéressé, n'hésitez pas à nous écrire sur nos pages ou à info@jdecodec.com pour permettre justement de nous contacter, soit pour des partenariats ou pour voir comment est-ce qu'ensemble, on peut relever l'écosystème parce qu'on a beaucoup de choses qu'on veut faire, qu'on va faire, on va progressivement, mais on a toujours besoin de cette main d'association-là. Et puis, on est ouvert, n'hésitez pas, venez et encore merci. Merci. L'Eldorado, pour terminer, l'Eldorado, aujourd'hui, en termes de perspective dans le monde, moi, je pense que c'est l'Afrique. Chacun peut avoir son opinion, je respecte l'opinion de chacun, mais l'Afrique a un rôle très important, très déterminant dans les 10 années à venir. Voilà pourquoi on ne veut pas rester en marge. On veut justement emboîter le pas à la génération qui était là avant nous, parce que dans 10 années, on sera aussi à des positions stratégiques. Et là, tout le monde va nous regarder. Donc, chemin faisant, nous voulons s'aimer des bonnes graines qui vont permettre justement à ceux qui nous suivent de pouvoir encore faire mieux que nous et nous positionner à un certain niveau
avoir le high level, avoir plein d'experts en sécurité informatique, plein d'experts en data science, plein d'experts en coding, plein d'experts en marketing digital. Et c'est sur ça que, c'est sur cette bataille-là justement que nous, on veut se positionner assez rapidement. Donc, pour ceux qui pensent qu'on fait mal, pour ceux qui pensent qu'il y a des choses à corriger, n'hésitez même pas à nous contacter. On est ouvert à toutes vos critiques, à toutes vos améliorations, à tout type de partenariat. Et puis, c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, merci. Je pense qu'on a pris 1h40 de votre temps. Bonne soirée à vous. Ce n'est pas la dernière formation. Autant de fois que Modéra sera inspiré, nous, on est ouvert pour qu'ils puissent nous sensibiliser, pour qu'ils puissent nous évangéliser justement sur la partie de tout ce qui est cybersécurité, sécurité informatique. Et après ça, après le déconfinement total, on verra comment faire des masterclass et même des formations. Super, super. Et c'est sur cette partie-là qu'on va maintenant, en fait, passer à un autre niveau. Pour l'instant, avec la phase de confinement, on se maintient avec des webinaires, mais passer le confinement, on va passer aussi à une autre vitesse et ça sera l'occasion très intéressante pour nous de permettre à toutes les personnes de se lancer. Voilà pourquoi on diversifie les thèmes. Si vous êtes passionné de design, c'est le moment de l'identifier. Si vous êtes passionné de sécurité informatique, c'est le moment de programmation, de data science. Voilà pourquoi il y a plusieurs intervenants pour vous permettre de voir les métiers du numérique. C'est vrai qu'on ne pourra pas tous les toucher, mais on est prêt justement à pouvoir vous les présenter, certains d'entre eux. Et pour terminer encore, désolé de ne pas terminer, mais pour terminer, après ça, il faudrait savoir que cette nouvelle génération aussi va monter sur des projets très intéressants. Déjà, il y a de gros partenariats qui se tissent pour pouvoir bosser sur des projets depuis votre maison au niveau international comme au niveau local. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout nous montre aujourd'hui que le numérique aussi est cette perspective-là qui va permettre à l'employabilité de monter en fait. Donc, aujourd'hui, avec le numérique, ayant une compétence, vous êtes employable, vous avez la possibilité déjà d'être très à l'aise, d'être confortable dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez faire. Et à ce niveau-là, soyez rassurés. Pour ceux qui veulent switcher, c'est le moment. Pour ceux qui veulent se reconvertir, c'est le moment. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous accompagner comme on a l'habitude de le faire. Donc, sur ce, nous vous disons bonne soirée. On va mettre fin à ce meeting-là. Et puis, on reste en contact sur notre page. Modéra, merci. Et puis, on s'écrit inbox. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.